Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation de Rhône. Retour à des paysages plus connus et visite de la synagogue Ibn Ezra au Caire. Retour vers des rivages plus connus pour retrouver la synagogue du Caire, une des synagogues du Caire, la synagogue Ibn Ezra, qui n'est peut-être pas la plus célèbre ou la plus imposante, mais sur lequel s'est concentré énormément de légendes et qui surtout a été le siège, l'abri de la célèbre Guéniza du Caire qui fera à elle seule l'objet de toute une émission. Alors, qu'est-ce que cette synagogue Ibn Ezra du Caire? Et d'abord, où elle se trouve? Elle se trouve dans un faubourg du Caire, qui maintenant est intégré à la ville, puisque souvent, comme ça, se sont trouvées les synagogues un petit peu dans la périphérie, et elle se nomme Ibn Ezra. Il faut voir que cette synagogue, selon la légende, est située à un lieu très important. Ce n'est qu'une légende, mais qui prouve bien le caractère saint de cet endroit. On raconte que lorsque le petit Moïse a dû être abandonné dans son panier sur les eaux du Nil, il a été donc, comme le dit la Bible, recueilli par Bathia, la fille de Pharaon. Et on dit que cette synagogue Ibn Ezra est située à l'endroit même où Bathia, cette fille de Pharaon, avait retrouvé le petit panier contenant le bébé Moïse et l'avait donc pris pour l'élever comme son fils. Donc, première légende attachée à cette synagogue, elle serait construite à l'endroit où Moïse aurait été adopté par Bathia. Autre légende aussi concernant cette synagogue, on dit que c'était le lieu où le Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le Moïse qui avait grandi, qui était devenu donc le prophète et l'envoyé de Dieu, venait prier, avait l'habitude de venir prier, que c'était ce lieu-là qu'il avait choisi pour venir prier, et on le dit même que c'est à ce lieu-là qu'il aurait dit sa dernière prière avant de quitter l'Égypte pour partir au moment de la sortie d'Égypte, de Yetziat Mitzraïm, pour partir vers le désert. Alors ça, c'est la première légende. La deuxième légende est que, en fait, au moment sous le règne du roi babylonien Nebuchadnezzar, qu'on appelle en français Nabucodonosor, les Juifs seraient repassés donc par ce faubourg du Caire, par cette ville du Caire, et que ils auraient fait comme un arrêt là, sous la direction du prophète Jérémie qui les ramenait en Terre Sainte, et que une fois de plus, dans ce lieu-là, le prophète Jérémie se serait arrêté, donc au même endroit où Moshe priait et où Moshe avait été sauvé des eaux du Nil, et bien entendu, on dit que le prophète Jérémie avait choisi cet endroit en raison de la sainteté qui permanait du lieu à cause de justement cette station de Moshe Rabbeinu, de Moïse notre maître. Il y a encore d'autres légendes on dit effectivement aussi que Ezra Sofer, le scribe Ezra, celui qui va ramener la première vague des exilés de Babylone jusqu'en Terre Sainte, se serait arrêté là et aurait écrit un rouleau de la Torah tout à fait spécial. Il ne faut pas oublier un petit peu, on peut mentionner au passage quelques traits du caractère de Ezra. On dit que si Moïse n'avait pas existé, si Moshe Rabbeinu n'avait pas eu le rôle de leader qu'il assume dans notre histoire, la personne qui aurait été dans l'histoire juive la plus digne d'avoir ce même rôle aurait été Ezra qu'on appelait Ezra Sofer, Ezra le scribe, et dont on sait qu'il a introduit une lecture annuelle, enfin pas tous les ans, mais une lecture de la Torah pour que les gens soient bien au courant de ce qui était dans la Torah. Donc ce Ezra Sofer aurait écrit là un rouleau de la Torah tout spécial, et on verra qu'on vous montre encore un endroit où ce rouleau de la Torah serait. Historiquement maintenant, parce qu'on va passer des légendes à l'histoire, quoique les légendes
on sait toujours que une légende donne encore peut-être plus de relief à un endroit, et d'autre part, pourquoi pas, elles sont peut-être fondées sur une tradition historique, mais ça, personne ne peut le prouver. Ce que l'on peut dire, c'est que scientifiquement, on sait que la première synagogue qui a été érigée là, l'a été en 882 et qu'elle l'a de l'ère commune et qu'elle a été sur les restes sur les ruines, dirons-nous, d'une église copte. Alors il y a de nouveau des histoires sur comment les Juifs sont arrivés à avoir ce terrain. Ce qu'il est important quand même de savoir, c'est que ça, historiquement, c'est en 882 qu'on commence à ériger cette synagogue. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette synagogue va abriter des gens très importants. Alors, le plus célèbre, et on y reviendra, sera probablement Maïmonide, le Rambam, ainsi que son fils, qui sera un des leaders spirituels, non seulement du judaïsme égyptien, mais du judaïsme mondial, qui le même Rambam, on sait qu'il était le médecin privé des autorités locales, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que d'un autre côté, il avait comme charge le fait d'être le prince, entre guillemets, des Juifs égyptiens, c'est-à-dire celui qui était chargé de faire la navette, c'est-à-dire de faire le tampon entre les Juifs et entre les autorités musulmanes. Ce titre qu'il va transmettre à son fils et à plusieurs générations de descendants, et donc il marque de son empreinte cette synagogue Ibn Ezra du Caire, puisque c'est là, et ça c'est historiquement prouvé, qu'il vient prier, c'est là qu'il vient enseigner, et dans cette célèbre Geniza, lieu où on reléguait, on en reparlera, les documents, les manuscrits usagés, on va retrouver tout un tas de traces de la vie courante, de la vie de Maïmonide, en tant que chef, en tant que responsable de sa communauté et aussi en tant que grand décisionnaire du monde juif de l'époque. Donc ça, il est sûr. L'autre chose qui est peut-être moins sûre, et pourtant il faut quand même bien la mentionner, c'est la présence, la visite du grand sage espagnol Avraham Ibn Ezra, que l'on dit être passé au Caire. Alors, la légende veut que si cette synagogue s'appelle Ibn Ezra, soit ça soit relié directement à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire la présence de ce rouleau de la Torah écrit par Ezra Assofer, le scribe Ezra, en retour de Babylone, soit version que les Juifs égyptiens continuent à défendre, que la présence d'Ibn Ezra ait été déterminante. Et comment aurait-elle déterminante pour cette synagogue, puisqu'on a vu qu'elle a été construite en 822, alors que Ibn Ezra est né à une date bien postérieure, puisqu'il naît en 1089 et il va mourir en 1164. Alors, pourquoi lui a-t-on attribué cette synagogue? Parce que certains juifs égyptiens on raconte cette histoire qu'en l'an 1115, le grand rave, donc Avraham Ibn Ezra, est venu de Jérusalem jusqu'en Égypte et il est venu, bien entendu, se recueillir là où avait déjà prié, selon la légende, Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, et le prophète Jérémie. Et il serait intervenu auprès du patriarche pour avoir vraiment la possession des lieux, alors que historiquement, cette revendication s'est passée 200 ans auparavant. Néanmoins, l'histoire demeure qu'il aurait revendiqué la possession des lieux pour les Juifs et que ça aurait été accepté moyennant finance, moyennant un tribut annuel, et que grâce à ça, la synagogue, telle que nous la connaissons, aurait pu être construite. Alors, il faut bien dire que la personnalité même d'Ibn Ezra prête à cette légende, parce que on va faire un petit peu d'histoire des rabbins. Avraham Ibn Ezra, qui est originaire d'Espagne, a connu de nombreux malheurs dans sa vie. Il a perdu sa femme très jeune, son fils s'est converti à l'islam, puis a fait tchouva, c'est-à-dire est retourné au judaïsme, mais est mort aussi. Donc on retrouve un Ibn Ezra très solitaire qui erre un peu à travers l'Europe
et la Méditerranée. Il y a des choses dont on est sûr de son passage en Italie, on est moins sûr de son passage en Terre Sainte, de là où, soi-disant, il aurait dû se rendre au Caire, ce dont on n'est pas tout à fait sûr. On est sûr, par exemple, a priori, de son passage en France, puisque un des maîtres du judaïsme français, un des tosafistes, dit qu'il a rencontré donc Ibn Ezra en France du Nord. Donc tous ces périples d'Ibn Ezra portent à penser que peut-être il est passé au Caire, bien qu'on n'en ait strictement aucune preuve, et que ce passage aurait laissé comme trace le nom de cette synagogue. Shalom aleichem malachei hashalom malachei elyon malachei rachamim mi melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu Bo'achem leshalom malachei hashalom malachei elyon malachei rachamim mi melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu ושבטיכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכונו לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בצאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מלאכי רחמים. Donc, quoi qu'il en soit, cette synagogue est très ancienne et donc on ne sait pas vraiment si elle a été édifiée à la suite du passage de Ibn Ezra. Ce que l'on sait, c'est qu'il en reste des témoignages, c'est-à-dire des témoignages écrits de gens qui l'auraient vu, dont le célèbre voyageur juif, Binyamin Mitoudela, c'est-à-dire que ce juif qui a écrit ses voyages et qui a décrit à chaque étape qu'il faisait les différentes communautés qu'il rencontrait, et il précise que en 1169, il a visité une synagogue juive dans un endroit qui est appelé le Vieux Caire, en fait Fostat, et que c'est là qu'il a découvert un rouleau d'Ezra Sofer. Donc on peut situer que c'est exactement la même synagogue. Plus tard, un autre voyageur juif qui s'appelle Jacob de Vitellina, c'est un juif italien, va aussi mentionner cette synagogue, et il y a comme ça dans les archives plusieurs témoignages de la réalité de cette synagogue et du rôle qu'elle jouait dans ce qu'on a appelé le Vieux Caire. Quoi qu'il en soit, cette synagogue va être peu à peu va tomber en ruine et va être en fait rebâtie telle qu'on la voit en 1890. Néanmoins, il ne faut pas croire que quand on va la visiter, on va se trouver devant une synagogue nouvelle sans intérêt. D'abord, et grand 1 est forcément ce qui va nous intéresser le plus par la suite, la Guéniza, là où on mettait
les vieux documents restent intacts, on n'y touche pas, et en fait, la reconstruction est plutôt une rénovation qu'une vraie reconstruction. D'autre part, on y garde quand même des vestiges que l'on peut encore voir du temps passé, principalement. Donc, cette Torah, entre guillemets, d'Ezra Sofer, personne ne peut vraiment authentifier quelle est celle d'Ezra Sofer, mais il y a effectivement une Torah. Il y a le plafond qui a été gardé et qui est un plafond en style arabesque, qui est un plafond très ancien, très très belle. Il y a aussi un mikvé, c'est-à-dire un bain rituel qui date depuis plus de 900 ans. Et donc, les panneaux que l'on peut voir et que l'on voit encore de nos jours pour ceux qui se rendront en Caire, sont quelque chose de très joli, qui sont faits en bois marqueté de nacre et d'ivoire. On peut aussi voir, et ça c'est très important, le trou par laquelle les gens jetaient donc leurs papiers, leurs vieux documents et les livres de la Torah qui avaient des problèmes dans la Geniza. Parce que cette Geniza se trouvait dans ce qu'on appelle Ezrat Nashim, c'est-à-dire la galerie des femmes, et il n'y avait pas un accès direct, c'est-à-dire on n'y rentrait pas par une porte, mais plutôt il y avait comme un trou, une ouverture à côté du Aron HaKodesh, à côté de l'Arche Sainte, par lesquels les gens, à moyen d'une échelle, allaient jeter, donc dans cette fameuse Geniza, tous les papiers qui avaient un caractère saint, mais dont ils ne se servaient pas. Et ça, on peut encore la voir, bien que, de ce que j'ai lu, l'accès à la galerie des femmes ayant été fermé, on ne peut plus vraiment regarder là où se trouvait la Geniza. Alors, il y a aussi quelques autres petites curiosités, puisque on dit qu'il y aurait aussi une ancienne Torah qui aurait été écrite sur la peau d'une gazelle, et aussi des planches en bois gravées où certains sont relatés certains voyages célèbres dans le monde juif. Bon, ça c'est peut-être pour l'attrait purement touristique. Mais ce qui a fait la célébrité de cette synagogue à travers les époques n'est pas tellement son côté, sa marqueterie qui est pourtant très jolie, ni peut-être même ce rouleau de la Torah du scribe Ezra qui pourtant a joué un rôle important puisque on lui prêtait des vertus miraculeuses et que les gens venaient en quelque sorte un peu pèleriner ce Sefer Torah du scribe Ezra. Ce qui a fait la célébrité mondiale de cette synagogue Ibn Ezra, c'est sa Geniza, c'est-à-dire cet endroit où on mettait de côté les documents usagés. On va venir donc au clou de cette synagogue Ibn Ezra, qui est sa Geniza. Qu'est-ce que c'est qu'une Geniza? Alors le mot Geniza vient de l'hébreu et qui vient de la racine hébraïque de 3 lettres, Gimel, Nun, Zaïn, Ganuz, Ganas, qui veut dire cacher, enfouir, et il est de tradition chez les Juifs que quand un objet rituel qui porte le nom de Dieu n'est plus utilisable parce qu'il a subi des dommages, ou quand par exemple certaines lettres certains ont dit, certaines lettres auraient des divrei Torah, c'est-à-dire des paroles de Torah, qu'on ne les jette pas vulgairement dans une poubelle, mais que on les garde parce qu'ils ont quand même ce qu'on appelle une parcelle de Kedusha, c'est une parcelle de sainteté, et donc on ne peut pas les traiter n'importe comment, et donc on les garde dans un endroit qui s'appelle la Geniza, donc du mot enfouir, cacher, quelque part où ils sont entreposés et où ils meurent, si j'ose dire, de leur mort naturelle, c'est-à-dire qu'ils se dégradent peu à peu sans intervention humaine. Alors, à travers les siècles, il y avait des gnizot dans les synagogues. Certains enterraient dans un cimetière ces endroits, enterrés dans ce cimetière tous ces parchemins ou toutes ces lettres. On a vu dans une mission précédente qu'il y avait des fois des processions qui partaient de la synagogue jusqu'au cimetière pour aller enterrer donc ces documents. Donc, dans la synagogue, dans la Geniza du Caire, s'est retrouvé des choses extraordinaires parce que cette Geniza a été très bien conservée et on y a retrouvé à l'intérieur plus de 12 000 documents qui ont non seulement éclairé sur la vie
du judaïsme local, mais qui ont amené, et ça, c'est ce qu'on va voir bientôt, c'est-à-dire ce qu'on verra dans la prochaine émission, sont venus combler des vides historiques énormes, des textes qu'on croyait ne pas exister et dont on a retrouvé des fragments, des histoires que le judaïsme transportait et on disait il n'y a pas de preuves et on a retrouvé des preuves à l'intérieur de la Guéniza du Caire. Et donc cette Guéniza du Caire est quelque chose d'extraordinaire par les documents et par les renseignements qu'elle a pu fournir aux historiens, aux juifs, aux érudits, à tout le monde sur la vie culturelle, la vie spirituelle, la vie pratique, la vie de tous les jours des juifs, non seulement des juifs égyptiens, mais des juifs du bassin méditerranéen et même plus loin des juifs de tous les pays, puisque le plus vieux document en yiddish connu au monde s'est retrouvé dans cette Guéniza du Caire où il avait été stocké parmi d'autres documents. Alors, cette découverte de la Guéniza du Caire est une aventure exceptionnelle et c'est ça que je vous raconterai la prochaine fois.